Je m'appelle Flora Mitchell. J'ai 31 ans. Pour le 40e anniversaire de mariage de mes parents, j'ai parcouru 3000 miles avec un cadeau enveloppé dans du papier doré. Avant même que je puisse m'asseoir, maman m'a regardé et a dit « Nous ne t'avons pas invité. C'est ta sœur qui a tout organisé. » Puis papa a poussé mon cadeau hors de la table et a ajouté « Nous ne voulons rien de la fille qui nous a abandonnés. » Je l'ai ramassé et je suis parti. Lorsqu'ils ont découvert ce qu'il y avait à l'intérieur, ce que cela m'avait coûté, ce que cela signifiait et qui avait réellement payé le toit au-dessus de leur tête, ils ont conduit 14 heures d'affilée jusqu'à ma porte. Avant de revenir au début de cette histoire, si elle vous plaît, prenez un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si elle résonne vraiment en vous. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo et quelle heure il est chez vous. Revenons 5 ans en arrière, au jour où j'ai appris que mes parents étaient sur le point de perdre leur maison. J'ai grandi à Ardennes, dans l'Ohio, une bourgade de 4000 habitants, à quelques âmes près qui sont partis sans jamais revenir. Mon père, Gérald Mitchell, réparait des tuyaux pour gagner sa vie. Ma mère, Judith, travaillait à temps partiel dans l'épicerie de la route 31. Ma sœur aînée, Vivien qui avait 4 ans de plus que moi dans tout ce qu'elle entreprenait a été le soleil autour duquel toute la maison gravitait. Je ne dis pas cela avec amertume, mais parce que c'est la vérité. Vivien était bruyante là où j'étais silencieuse. Elle racontait des histoires à table tandis que je débarrassais les assiettes. Lorsqu'elle rapportait des bulletins scolaires accompagnés de compliments, je rapportais les mêmes notes et les laissais sur le comptoir. Papa brandissait ceux de Vivien en disant « Ça, c'est ma fille ». Les miens restaient sur le comptoir jusqu'à ce que maman les range dans un dossier. Papa avait cette habitude lors des barbecues familiaux. Il pointait sa bière vers Vivien, puis vers moi, et disait « Vivien a l'intelligence. Flora a des biens, Flora et Flora. » Tout le monde riait. Je riais aussi. J'avais 8 ans la première fois que je l'ai entendu, j'avais 18 ans la dernière. La blague n'a jamais changé. Le public non plus. Je suis allé à l'école d'infirmière, j'ai obtenu mon diplôme, j'ai reçu une offre d'emploi à Denver, dans le Colorado, et j'ai emballé tout ce que je possédais dans 2 valises et un carton. Le matin de mon départ, papa réparait un tuyau sous l'évier de la cuisine. Je suis resté sur le seuil et j'ai dit « Au revoir, papa ». Il n'est même pas sorti de dessous l'évier, il a simplement lâché « Bien ». Une bouche de moins à nourrir. C'était le 15 juin, mon anniversaire. Je ne suis pas parti parce que j'avais cessé de les aimer, je suis parti parce que rester signifiait disparaître, et j'étais déjà à moitié effacé. Pendant la première année à Denver, j'ai appelé à la maison chaque dimanche, à 19 h sans faute. Maman décrochait parfois, mais papa jamais. À partir de la 2e année, mes appels tombaient plus souvent sur la messagerie vocale. J'en ai parlé à Vivien par SMS. Ils sont occupés, a-t-elle répondu. Ne le prends pas personnellement. Puis, une semaine plus tard, tu connais papa. Il pense que tu nous as abandonnés. J'envoyais des cadeaux d'anniversaire, des colis de Noël et une écharpe tricotée main pour laquelle j'avais passé 3 week-ends. Je n'ai jamais eu de nouvelles. Quand j'ai demandé à Vivien, elle a soupiré, je crois qu'ils l'ont jeté sans même l'ouvrir. Flora, je suis désolé. Cette phrase s'est logée dans ma poitrine comme une pierre. Puis, un jour de Thanksgiving, tante Martha, la sœur cadette de maman, m'a appelé. Nous parlions de tout et de rien quand elle a dit, au fait, ta mère adore cette écharpe que tu as envoyée. Elle la porte tous les dimanches pour aller à l'église. Je suis restée silencieuse. Flora, tu es là. Martha. Vivien m'a dit qu'il l'avait jetée. Un long silence. Puis Martha a dit très prudemment, ce n'est pas ce qui s'est passé. Je n'ai pas insisté ce jour-là, mais quelque chose a changé en moi, une fissure dans l'histoire qu'on m'avait racontée, juste assez large pour laisser passer la lumière. J'ai commencé à prêter plus d'attention à ce que disait Vivien par rapport à la réalité. L'écart ne cessait de se creuser. Je n'avais aucune preuve, juste un sentiment, ce genre d'intuition que vous avez quand quelqu'un déplace les meubles de votre vie tout en vous assurant que cela a toujours été ainsi. Flora, il ne pense tout simplement pas assez à toi, m'avait dit Vivien une fois. Elle disait, je suis désolé, très souvent, mais cela ne semblait jamais sincère. L'appel est arrivé un mardi, en mars, il y a 5 ans. J'avais 26 ans, je faisais un double service en soins intensifs quand mon téléphone a vibré avec le nom de tante Martha.
Sa voix était tendue. Ma chérie, je dois te dire quelque chose. Tes parents ont 3 mois de retard sur leur crédit immobilier. La banque a envoyé un dernier avis. Je me suis appuyé contre le mur du couloir. Est-ce grave? Assez pour qu'ils perdent la maison d'ici l'été. Vivien est au courant. Vivien leur a dit qu'elle s'en occuperait. Pause. Mais je n'ai vu aucun paiement passer et ton père ne veut pas en parler. Tu sais comment il est. Cette nuit-là, je suis restée assise dans mon appartement à fixer le mur pendant 1 heure. Puis j'ai appelé la First National Bank de Ardennes. J'ai demandé à parler aux responsables des prêts immobiliers. Ils m'ont transféré à un homme nommé Dave Keller, directeur d'agence, une voix calme et patiente. J'ai expliqué qui j'étais et j'ai demandé l'état du compte. Il a confirmé 3 mois de retard, procédure de saisie enclenchée. Puis il a ajouté quelque chose qui m'a glacé. En fait, quelqu'un d'autre a appelé la semaine dernière en prétendant être un membre de la famille, disant qu'il s'en occuperait. Il a fait une pause. Mais ils n'ont jamais effectué de paiement. Je savais exactement qui c'était. Vivien avait appelé, fait une promesse et n'avait jamais envoyé un centime. C'est la première fois que j'ai réalisé que ma sœur n'était pas seulement insouciante, elle était calculatrice. J'ai dit à Dave que je voulais mettre en place des virements automatiques depuis mon compte, mensuel, anonyme. Ne dites à personne que les paiements viennent de moi, ai-je demandé. Ni à mes parents, ni à ma sœur, personne. Il a accepté. J'ai alors appelé Martha et lui ai dit 5 mots, ne dis à personne, surtout pas à Vivien. 2300 $ par mois. C'est à ça que ressemble l'amour invisible. Je gagnais un salaire correct comme infirmière en chef à Denver, correct mais pas riche. Après le loyer, les courses, les prêts étudiants et la nouvelle traite du prêt, il me restait environ 200 $ par mois pour tout le reste. Alors, j'ai fait des choix. Pas de vacances, pas de restaurant. J'achetais mes vêtements dans des friperies et mes meubles dans des vide-greniers. Quand ma voiture a eu besoin de nouveaux pneus, j'ai pris les moins chers et je conduisais doucement sous la pluie. Tommy Reed, mon petit ami, un menuisier aux mains habiles et au regard observateur, a compris ce que je faisais en 3 mois. Je ne lui avais rien dit. Il a simplement remarqué que j'avais arrêté d'acheter mon café en allant au travail. Puis il a vu le tableur sur mon ordinateur. Il s'est assis sur le lit et a dit, c'est pour la maison, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Il n'a pas dit que j'étais folle, il n'a pas dit que je devais arrêter. Il a dit, d'accord, je vais réparer la rampe du Porsche moi-même pour ne pas avoir à payer quelqu'un. C'était Tommy, pas de discours, juste du bois et un niveau. Pendant 5 ans, j'ai fait des heures supplémentaires. J'ai pris les jours fériés, les week-ends, les nuits. Je ne me suis jamais plainte. Chaque mois, 2300 $ quittaient mon compte pour atterrir sur le prêt de mes parents. Chaque mois, le solde diminuait un peu. Mes parents ne m'ont jamais appelé, pas une fois. Ni pour mon anniversaire, ni pour Noël, ni quand j'ai été promue infirmière en chef. Mais le prêt restait à jour, les avis de saisie s'arrêtaient et la maison de Maple Drive tenait toujours debout. Je n'ai jamais réclamé de remerciements, mais je ne savais pas que quelqu'un d'autre était remercié à ma place pour mes sacrifices. Tante Martha était ma seule fenêtre sur ce qui se passait à Ardennes. Elle m'appelait toutes les quelques semaines, en faisant attention de ne pas trop en dire, ou pas assez. Mais un soir, après 2 ans, sa voix était différente, plus dure. Je dois te dire quelque chose, a-t-elle lancé. Et ça ne va pas te plaire. Vivien avait dit à mes parents qu'elle payait le prêt. Pas qu'elle aidait, non, qu'elle payait la totalité. Selon Martha, papa s'est levé lors du dîner de Thanksgiving, la table pleine de cousins, d'oncles et de voisins, et a levé son verre. À Vivien, a-t-il dit, la seule qui se soucie vraiment de cette famille. Tout le monde a applaudi. Maman a pleuré. Vivien a souri et a dit, ce n'est rien, papa. Tu ferais la même chose pour moi. Ce n'était pas, rien. C'était 2300 $ par mois provenant de mon compte à Denver. Chaque centime venait de moi, et ma sœur était assise dans la salle à manger de mes parents, absorbant la reconnaissance comme un rayon de soleil. Mais c'était pire. Martha m'a dit que Vivien utilisait ce nouveau statut, ce badge de héros emprunté, pour convaincre papa de mettre son nom sur leur compte bancaire et de la laisser gérer les finances familiales. Elle s'est même fait ajouter au papier d'assurance, tout cela avec la bénédiction reconnaissante de papa.
Elle se positionne, a dit Martha froidement. Et tes parents lui donnent les clés. Je me sentais malade, mais je ne les ai pas appelés. Je ne l'ai pas dénoncé. Je me disais, tant que la maison est en sécurité, peu importe qui reçoit le crédit. Puis Martha a dit la phrase qui m'a brisé, ton père a dit à ton cousin Bobby la semaine dernière, je cite, j'ai élevé une bonne fille et une étrangère. J'ai raccroché et je n'ai appelé personne pendant 3 jours. Puis les vacances ont cessé de m'inclure vers la 3e année. Thanksgiving, maman ne se sent pas bien, a écrit Vivien. Ce serait mieux si tu ne venais pas cette année. Noël, papa ne veut pas de drame. Contente-toi d'appeler. Pâques, rien. Pas de texte, pas d'appel. Juste le silence. Mais grâce à Martha, je connaissais la vérité. La maison était pleine à chaque fête. Les cousins venaient de Columbus, l'oncle Ray apportait sa fameuse tarte, les voisins venaient pour le dessert. Tout le monde était là. Tout le monde, sauf moi. Vivien avait construit un mur autour de ma famille et s'était installé à la porte, et personne ne remettait cela en question parce que, pour autant qu'ils sachent, c'était elle qui gardait le toit au-dessus de leur tête. Pendant ce temps, je continuais de payer tous les mois. Le solde est passé de 140 000 à 80 000, puis 60 000, puis 40 000. Je regardais les chiffres chuter sur mon application bancaire comme un compte à rebours inversé, non pas vers un commencement, mais vers une fin. Tommy m'a demandé un soir, pendant que nous faisions la vaisselle, quand est-ce que ça finit, Flora? J'ai essuyé une assiette et je l'ai posée sur l'égouttoir. Quand la maison sera payée, ai-je dit. Alors je saurai qu'ils sont en sécurité. Ça suffira. Il m'a regardé de cette façon qu'il avait parfois, comme s'il pouvait voir le poids de ce que je portais et qu'il souhaitait pouvoir le diviser en 2. Est-ce que ça suffira, vraiment, a-t-il demandé. Je n'ai pas répondu. Le paiement final a été validé en septembre. 5 ans, 60 virements mensuels, 137 412 $ au total. La maison de Maple Drive était libre de toute dette, possédée en pleine propriété par Gerald et Judith Mitchell. Et 2 semaines plus tard, j'ai reçu la seule chose à laquelle je ne m'attendais pas, une invitation, en quelque sorte. Je parcourais Facebook un dimanche matin quand je l'ai vue. La publication publique et joyeuse de Vivien, j'organise la fête du 40e anniversaire de maman et papa. Famille seulement, le 14 octobre. Ce sera si spécial. 200, j'aime, 40 commentaires, les cousins qui s'identifient, les voisins qui demandent quoi apporter, l'oncle Ray promettant 3 tartes cette fois. Aucun message pour moi, aucun appel, aucun texte. Je suis resté avec mon téléphone à la main pendant un long moment. Puis j'ai appelé Vivien. Elle a décroché à la 4e sonnerie. Flora, salut. J'ai vu la publication. Quand dois-je réserver mon vol? Silence, puis, oh, je ne pensais pas que tu voudrais venir. C'est leur 40e anniversaire, Vivien. Je sais, mais papa a dit qu'il ne voulait pas de malaise. Est-ce que papa a dit ça, ou est-ce toi? Une autre pause, plus longue cette fois. Je pouvais presque l'entendre recalculer. J'essaie juste de protéger tout le monde, Flora. De quoi? De moi qui viens à l'anniversaire de mes propres parents? Ce n'est pas comme ça. Alors, c'est comment? Elle a expiré, sèchement. Écoute, je ne veux pas que cela devienne un problème. Tu n'as pas été là. Les gens vont poser des questions. Laisse-les poser. Flora, je serai là. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient, non pas de colère, mais de quelque chose de plus profond. 5 ans de silence, et ma sœur décidait encore si j'existais. Cette nuit-là, je suis resté allongé à fixer le plafond. Tommy s'est tourné vers moi et a dit, « Tu vas y aller, n'est-ce pas ?» Oui. Il a fait une pause. « Qu'est-ce que tu apportes ?» J'ai réfléchi pendant une seconde exacte. La vérité. Il n'a pas demandé ce que je voulais dire, mais je pense qu'il savait déjà. Et quelque part dans cette chambre sombre, quelque chose en moi a basculé, passant de l'espoir à la décision. Tu ne peux plus m'effacer de ma propre famille, Vivien. Plus maintenant. Le lendemain matin, j'ai appelé Dave Keller à la First National. Dave, c'est Flora Mitchell. Flora, content d'avoir de tes nouvelles. Félicitations, au passage.
Ce dernier paiement est passé sans problème. C'est justement pourquoi j'appelle. J'ai besoin du certificat original de mainlevée d'hypothèque et d'un relevé complet de tous les paiements effectués au cours des 5 dernières années, chaque transaction, chaque date. Il est resté silencieux un moment. Tu es sûr de vouloir tout ça? Ça montre tout. Ton nom, ton compte, chaque virement. C'est exactement pour ça que je le veux. Donne-moi quelques jours. J'aurai tout notarié et prêt. Le colis est arrivé la semaine suivante. Une épaisse enveloppe Kraft de la First National Bank. À l'intérieur, le certificat de remboursement, net, officiel, estampillé du sceau de la banque. Derrière, 60 pages de relevé de transactions. Mon nom sur chacune d'elles. J'avais aussi écrit une lettre, une page manuscrite sur du papier blanc ordinaire. Je ne vous dirai pas ce qu'elle disait, pas encore. Mais je dirai ceci, il m'a fallu 4 essais pour réussir à la lire sans pleurer. Et quand je l'ai enfin scellée, mes mains étaient fermes. J'ai tout mis dans une boîte, une belle boîte robuste du magasin de loisirs créatifs de la 6e rue. Puis je l'ai emballée dans du papier doré. Pas par luxe, mais parce que c'était la couleur du mariage de mes parents. Il y a 40 ans, leur gâteau avait des rubans dorés. Maman en a gardé un dans sa boîte à bijoux pendant des décennies. Je pensais qu'elle s'en souviendrait. Le matin de mon vol, Tommy m'a conduite à l'aéroport. Sur le trottoir, il tenait mon sac pendant que je me tenais là, la boîte dorée sous le bras. Quoi qu'il arrive, a-t-il dit, tu as déjà fait ce qu'il fallait. 5 ans à faire ce qu'il fallait. Je l'ai embrassé et je suis entré. Je ne savais pas alors que je reviendrais en moins de 24 heures sans la boîte. Le vol de Denver à Columbus a duré 3 heures et 12 minutes. J'ai passé tout ce temps avec la boîte sur les genoux, le pouce courant le long du bord de l'emballage. J'ai loué une voiture à l'aéroport, une petite berline grise, et j'ai conduit vers l'est sur l'île 70 pendant 1h30 jusqu'à ce que l'autoroute se transforme en route à 2 voies et que le paysage devienne ces plaines plates, vertes et vastes de l'Ohio. Je me suis souvenu des silos à grains, des églises blanches, de cette station-service sur la route 31 qui est, en fermeture prochaine, depuis que je suis au collège. J'ai tourné sur Maple Drive à 16h15, et là, c'était la maison. Le même bardage marron, la même clôture en grillage, la même allée craquelée. Mais aujourd'hui, il y avait des ballons attachés à la boîte aux lettres. Une banderole faite main était accrochée au Porsche, joyeux 40e, Gérald et Judith. Des voitures étaient garées des 2 côtés de la rue, j'en ai compté au moins 20. Je me suis garé au bout du pâté de maison, j'ai coupé le moteur et je suis resté assise. À travers les fenêtres, je pouvais voir des gens bouger. J'entendais de la musique, quelque chose de country, juste assez fort pour filtrer à travers les murs. Des rires, des voix superposées comme elles le sont quand une pièce est pleine. 60 personnes à l'intérieur, et aucune ne m'attendait. J'ai regardé la boîte dorée sur le siège passager. Le coin de l'emballage s'était plié pendant le vol. Je l'ai lissé du bout du doigt. Et s'il ne voulait toujours pas de moi? Et si j'entrais là-dedans et que rien ne changeait? Je suis resté assise pendant 10 minutes, à regarder la lumière changer à travers les arbres. Puis j'ai pris la boîte, ouvert la portière et mis le pied sur le trottoir. La porte d'entrée était à 30 mètres. Elle aurait pu être à 3000 miles. Puis j'ai ouvert la porte moustiquaire et je suis entré. Le salon avait été réorganisé. Des tables assemblées en forme de L, recouvertes de nappes blanches. Des chaises pliantes empruntées à l'église alignées contre chaque mur. Des compositions florales sur chaque surface plane. La touche de Vivien, sans aucun doute. Un diaporama passait sur un ordinateur dans le coin, des photos de maman et papa à travers les âges. Je n'étais sûr que peu d'entre elles. Quelques têtes se sont tournées, puis d'autres. Madame Patterson, notre vieille voisine, a été la première à parler. Flora? Oh mon Dieu! Ça fait des années qu'on ne t'a pas vue. Elle l'a dit assez fort pour que la moitié de la pièce l'entende. Les conversations ont diminué. Les fourchettes se sont figées. Les regards sont passés de moi à la boîte dorée dans mes mains, puis sont revenus vers moi. J'ai scanné la pièce, l'oncle Ray près de la table de buffet, le cousin Bobby près de la fenêtre, une douzaine de visages que je reconnaissais à moitié et une douzaine que je ne connaissais pas. Puis je l'ai trouvée. Tante Martha. Elle se tenait près de l'entrée de la cuisine avec un verre de thé glacé. Au moment où elle m'a vu,
sa main s'est figée à mi-chemin de sa bouche. Mais ses yeux sont tombés sur la boîte, puis se sont écarquillés. Elle savait. Elle savait exactement ce que je portais. Nous nous sommes regardés à travers la pièce. 5 ans de secrets partagés entre nous en un seul coup d'œil. Je pouvais voir la question sur son visage, es-tu sûr? J'ai fait un petit signe de tête. Martha a posé son verre et a pressé ses lèvres. Puis elle a hoché la tête en retour, une seule fois, fermement. Derrière moi, la porte moustiquaire a grincé en se fermant. Devant moi, le murmure de la pièce s'est reconstruit, plus calme maintenant, doublé d'une nouvelle fréquence sous le bourdonnement bas de quelque chose d'inattendu. Les gens regardaient, et je n'avais même pas encore dit un mot. Vivien était au milieu d'une phrase quand elle m'a vu. Elle se tenait au bout de la table avec une coupe de champagne, donnant ce qui ressemblait à la fin d'un toast, et je suis si reconnaissante de pouvoir vous rendre tout cela, surtout avec la maison. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par amour. Applaudissements. Quelques verres levés. Et papa a hoché la tête depuis sa chaise comme un roi recevant un hommage. Puis les yeux de Vivien ont dérivé au-delà de la foule et ont atterri sur moi. Le changement fut instantané, pas dramatique, elle était trop exercée pour cela, juste un tressaillement, une crispation autour de la bouche. Puis le sourire est revenu, plus large, plus chaleureux, comme s'il avait été répété dans un miroir. Elle a posé son verre et a marché vers moi. Chaque pas mesuré. Quand elle s'est approchée, elle s'est penchée. Pas une étreinte, juste assez près pour chuchoter, « Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai dit que papa ne voulait pas de toi ici. Je suis venu pour offrir un cadeau à maman et papa, ai-je dit. » Ma voix était égale, mes mains ne l'étaient pas. Vivien a jeté un œil à la boîte dorée. Qu'est-ce que c'est? Un truc de dernière minute de la boutique de l'aéroport? Je n'ai pas répondu. Elle s'est approchée davantage. Tu devrais partir avant que papa ne te voie. Mais c'était trop tard. À travers la pièce, papa s'était tourné dans sa chaise, et maman, assise à côté de lui, fixait déjà la scène. À ce moment-là, je me suis souvenu de quelque chose que Dave Keller avait dit quand il m'avait remis les documents, Mademoiselle Mitchell, c'est l'une des choses les plus altruistes que j'ai vues en 20 ans à cette banque. Vos parents ont de la chance. De la chance? Debout dans ce salon, regardant ma sœur bloquer mon chemin et la mâchoire de mon père se serrer à ma vue, le mot « chance » semblait venir d'une langue étrangère. Mais j'ai continué à avancer. Maman m'a vu avant que papa ne dise quoi que ce soit. Elle était assise à sa gauche sur une chaise pliante rembourrée, ses mains posées sur une serviette en papier pliée en un minuscule carré. Quand nos yeux se sont rencontrés, quelque chose a traversé son visage, de la surprise peut-être, du soulagement, peut-être de la culpabilité. Je ne pouvais pas dire. C'était là pendant une demi-seconde, puis disparu. La pièce devenait plus calme. Les gens regardaient maintenant, comme les gens regardent quand ils sentent que quelque chose arrive mais ne savent pas quoi. Flora. La voix de maman était petite. Nous ne t'avons pas invité. C'est ta sœur qui a organisé cela. 60 personnes l'ont entendu. Et je le sais parce que je pouvais sentir chaque paire d'yeux atterrir sur moi en même temps. Le silence n'était pas vide. Il était épais. Il appuyait sur ma peau. Je sais, ai-je dit. Je suis venu quand même. J'ai quelque chose pour vous et papa. Maman a regardé papa. Papa m'a regardé. Je ne sais pas ce que je m'attendais à voir sur son visage, de la surprise? De la curiosité? Quelque chose d'humain? Ce que j'ai obtenu, c'était de la pierre. Sa bouche s'est figée en une ligne droite, ses yeux se sont rétrécis, et ses bras se sont croisés sur le devant de sa chemise de dimanche repassée, comme une porte qui se verrouille. Derrière moi, je pouvais sentir Vivien s'approcher. À côté de moi, le bourdonnement calme de 60 personnes décidant de détourner le regard ou de se pencher. Tante Martha n'avait pas bougé de sa place près de la cuisine, mais je pouvais la sentir me regarder comme un phare regarde un bateau dans une mer agitée. J'ai fait un autre pas vers la table, vers mes parents. La boîte dorée semblait plus lourde qu'elle ne l'était dans la voiture. Je ne suis pas venu pour causer des problèmes, ai-je dit. Je suis venu parce que c'est votre 40e anniversaire et que je suis votre fille. Les yeux de papa sont tombés sur la boîte et sa mâchoire s'est serrée. J'ai posé la boîte sur la table, juste entre la composition florale et le gâteau d'anniversaire avec ses lettres en glaçage doré.
L'emballage a capté la lumière du plafonnier et a brillé pendant une seconde comme quelque chose de précieux. Papa l'a fixé. Sa mâchoire travaillait de gauche à droite, comme elle le faisait toujours quand il construisait quelque chose. Puis il a tendu la main et l'a poussée. Pas doucement, pas un petit geste, mais une poussée de la paume plate qui a envoyé la boîte glisser sur la nappe et tomber du bord. Elle a heurté le sol avec un bruit sourd. Un coin du papier doré s'est déchiré. La pièce a halté, pas bruyamment, plus comme si 60 personnes inhalaient en même temps. Nous ne voulons pas de tes trucs bon marché. La voix de papa était forte. Assez forte pour le fond de la salle, pour les cousins près de la fenêtre, pour les voisins près de la porte. Il voulait que tout le monde entende. Tu te montres quand ça te chante, tu disparais pendant des années, et tu crois qu'une boîte règle tout? Je n'ai pas bougé. Il a pointé Vivien du doigt. Ta sœur est ici. Vivien a payé cette maison. Elle a organisé cette fête. Elle s'est montrée. Où étais-tu? Vivien se tenait derrière lui, les bras croisés, le menton levé. Elle n'a pas parlé. Elle n'en avait pas besoin. Son visage disait tout, ce regard prudent et exercé de quelqu'un qui a déjà gagné et qui regarde juste l'autre quand réaliser la chose. Quelques invités se sont agités sur leurs chaises. Madame Patterson a regardé ses genoux. L'oncle Ray a posé sa fourchette. Le cousin Bobby a fait un pas en arrière comme si l'air près de la table était devenu aigre. J'ai regardé mon père. Mes yeux brûlaient, ma gorge était serrée. Mais ma voix, quand elle est sortie, était ferme, et je savais exactement ce que j'allais faire. Je me suis penché et j'ai ramassé la boîte. Le coin déchiré du papier doré pendait. Je l'ai lissé avec mon pouce, soigneusement, comme on réparait un pansement d'enfant. J'ai pris mon temps. La pièce entière regardait. Puis je me suis redressé. J'ai regardé mon père. J'ai regardé ma mère. J'ai regardé Vivien. Je ne suis pas venu ici pour mendier, ai-je dit. Je suis venu vous donner quelque chose pour lequel j'ai travaillé pendant 5 ans, mais je ne resterai pas ici à être humilié pour vous avoir aimé. Personne n'a bougé. Je me suis retourné, j'ai marché devant les chaises pliantes, devant le diaporama qui continuait de faire défiler de vieilles photos, devant l'oncle Ray les mains sur les genoux et madame Patterson pressant une serviette contre sa bouche. 60 personnes, et pas une n'a dit un mot. Pas une ne s'est levée. Le seul son était celui de mes chaussures sur le parquet et la chanson country qui jouait encore depuis l'enceinte dans le coin comme si elle n'avait pas reçu le mémo. Tante Martha se tenait près de la porte d'entrée. Quand je l'ai rejointe, elle a attrapé mon bras. Pas fort, juste assez pour m'arrêter. Elle a regardé la boîte, puis moi. Ses yeux étaient pleins et féroces. Laisse-la moi, a-t-elle chuchoté. Fais-moi confiance. J'ai hésité. Tout en moi voulait la ramener à la maison, la jeter dans un placard et ne jamais repenser à Arden, Ohio. Mais la main de Martha était ferme, et ses yeux disaient ce que sa bouche ne disait pas, j'ai été silencieuse assez longtemps. J'ai placé la boîte dorée dans ses mains. Puis je suis sorti par la porte d'entrée, descendu les marches du porche et suis entré dans l'air d'octobre. Je n'ai pas regardé en arrière, mais je l'ai entendu, ma mère qui prononçait mon nom, juste une fois, très doucement, et puis plus rien. En m'éloignant de cette rue, je n'arrêtais pas de me demander, pourquoi ai-je continué à espérer? 5 ans à payer leur prêt, et qu'ai-je obtenu? Une boîte poussée d'une table et une porte fermée derrière moi. Avez-vous déjà tout donné à quelqu'un qui n'a même pas remarqué, qui a regardé au-delà de votre sacrifice et a remercié quelqu'un d'autre pour cela? Qu'auriez-vous fait? Auriez-vous laissé la boîte ou l'auriez-vous reprise? J'étais déjà sur l'autoroute quand cela a commencé. Je n'ai pas vu ce qui s'est passé, mais Martha m'a raconté chaque détail plus tard, et ce n'est pas une femme qui exagère. Voici ce qui est arrivé dans ce salon après mon départ. La fête a essayé de reprendre. Vivien a applaudi et a dit, bon, tout le monde, ne laissons pas cela gâcher la soirée de maman et papa. Qui veut du gâteau? Quelques personnes ont murmuré. Quelqu'un a pris une fourchette. La musique continuait de jouer, mais Martha ne bougeait pas. Elle se tenait près de la porte, tenant ma boîte dorée, regardant la pièce essayer de se recoller. Elle m'a dit plus tard qu'elle avait l'impression de tenir une grenade avec la goupille déjà retirée. 5 ans de mensonges de quelqu'un d'autre assis juste là dans ses mains. Elle a marché jusqu'au centre de la pièce.
Avant que quiconque ne touche à ce gâteau, a-t-elle dit haut et clair, il y a quelque chose que vous devez tous voir. Gérald a levé la tête. Martha, ne te mêle pas de ça. Non, Martha a posé la boîte sur la table, la même table que papa avait poussée 2 minutes plus tôt. Je n'ai pas voulu m'en mêler pendant 5 ans. Ça finit ce soir. Vivien s'est déplacé rapidement. Tante Martha, ce n'est pas le moment. Oh, c'est exactement le moment, Vivien. La pièce est devenue absolument immobile, pas silencieuse, immobile, comme si l'air lui-même avait cessé de bouger. Martha a ouvert la boîte. À l'intérieur, l'enveloppe Kraft de la First National Bank, la lettre scellée dans son enveloppe blanche, tout ce que Flora avait transporté sur 3000 miles pour donner à ses parents. Martha a sorti l'enveloppe d'abord, l'a tenue en l'air pour que tout le monde puisse voir l'adresse de l'expéditeur de la banque. Puis elle l'a ouverte. Martha a déplié le certificat et l'a tenu à bout de bras. Ses lunettes de lecture étaient déjà sur son nez, elle les avait mises en marchant vers la table comme si elle prévoyait cela depuis des années. Peut-être l'avait-elle fait. Elle a lu à haute voix, chaque mot, certificat de remboursement de prêt pour le 1427 Maple Drive, Ardennes, Ohio. Payé en totalité au 14 septembre. Remboursement effectué par. Elle a fait une pause, a regardé Gérald, puis la pièce. Flora Rose Mitchell. Total payé, 137 412 $. Le silence, pas le silence maladroit d'avant. C'était autre chose. C'était 60 personnes comprenant tout en même temps que le sol sous leurs pieds avait basculé. Puis Martha a replongé dans l'enveloppe et a sorti une pile de papier, 60 pages, relevés bancaires, dossiers de transaction. Elle les a tenus en l'air et les a feuilletés lentement. 5 ans de paiement, a-t-elle dit. 2300 $ chaque mois depuis le compte de Flora à Denver. Son nom, son argent, chaque ligne. Quelqu'un dans la rangée arrière a chuchoté, « Oh mon Dieu !» On m'a dit que Madame Patterson a couvert sa bouche avec ses 2 mains. L'oncle Ray a reculé sa chaise de la table. Le cousin Bobby est resté là, a fixé Vivien. Gérald n'a pas bougé. Sa main, la même main qui avait poussé la boîte de la table, a grippé le bord de sa chaise, tremblante. Maman a pressé ses 2 paumes contre son visage. Ses épaules ont commencé à bouger avant qu'aucun son ne sorte. Puis le son est venu, et c'était le genre de pleurs qui ne se soucie pas de qui écoute. Martha a baissé les papiers. Elle a regardé Gérald directement. C'est ce qu'il y avait à l'intérieur de ce truc bon marché que tu viens de jeter par terre. 5 ans, 137 000 $ de la fille dont tu as dit qu'elle ne se souciait pas de nous. Personne ne respirait. Gérald s'est tourné vers Vivien. Son visage était quelque chose que j'aurais aimé voir. Martha l'a décrit comme un homme regardant sa propre maison prendre feu. Chaque ligne, chaque ride se réarrangeant autour d'une nouvelle compréhension. Tu m'as dit que tu payais le prêt. Sa voix était plate. Dangereusement plate. Le visage de Vivien était devenu blanc, pas rose, pas rouge, blanc. C'est comme si quelqu'un avait débranché quelque chose derrière ses yeux. J'ai aidé, a-t-elle dit. J'ai contribué. Martha n'a pas bronché. Vraiment? Parce que Dave Keller à la First National a confirmé que chaque paiement, chacun d'eux, venait d'un seul compte, celui de Flora. Pas un dollar ne venait de toi, Vivien. Elle a fait une pause. Pas un seul. Ce n'est pas. Je voulais dire que j'ai aidé d'autres façons. Une voix du fond, tante Donna, la sœur de Gérald, 70 ans et tranchante comme un couteau de cuisine, de quelle façon, exactement? Vivien a ouvert la bouche. L'a fermée. L'a ouverte à nouveau. Rien n'est sorti. La pièce s'est retournée, vous pouviez le sentir comme une marée qui change. Les gens qui avaient acquiescé au toast de Vivien 10 minutes plus tôt fixaient maintenant leur regard sur elle, comme vous fixez quelqu'un dont vous venez de réaliser que vous ne le connaissez pas du tout. L'oncle Ray a secoué la tête lentement. Madame Patterson ne voulait même pas regarder dans la direction de Vivien. Le cousin Bobby a croisé les bras et s'est appuyé contre le rebord de la fenêtre, la mâchoire serrée. Alors que Vivien faisait un pas en arrière, puis un autre, personne ne s'est déplacé vers elle. Personne ne l'a défendue. Le silence autour d'elle était total. Gérald agrippait toujours la chaise, mais il ne regardait plus Vivien. Il regardait la porte d'entrée.
La porte que Flora avait franchie. La porte qu'il ne l'avait pas empêché d'atteindre. Le relevé bancaire ne ment pas, Vivien, a dit Martha, calme maintenant, presque douce. Presque. Martha a plongé dans la boîte une dernière fois. Il y a une chose de plus, a-t-elle dit. Elle a pris l'enveloppe blanche, mon écriture sur le devant, maman et papa. Martha a regardé Gérald. Veux-tu lire cela toi-même, ou veux-tu que je le fasse? Gérald n'a pas répondu. Ses mains tremblaient trop pour tenir le papier. Maman pleurait toujours, le genre calme maintenant, celui qui vient après que le genre bruyant ait manqué d'air. Martha a ouvert la lettre. Elle l'a lue lentement. Pas tout, elle m'a dit plus tard qu'elle n'avait pas pu finir sans que sa voix ne se brise. Alors, elle leur a donné les parties qui importaient le plus, maman et papa, je sais que vous pensez que je suis parti parce que je ne me souciais pas de vous. Mais je suis parti pour pouvoir prendre soin de vous depuis là où j'étais assez forte pour le faire. Cette maison est à vous. Elle l'a toujours été. J'ai juste fait en sorte que personne ne puisse vous l'enlever. Martha a fait une pause, s'est stabilisée. Je vous aime. Je vous ai toujours aimé, même quand vous ne me voyez pas. Elle a plié la lettre et l'a posée sur la table devant Gérald. La pièce était dévastée, il n'y a pas d'autre mot. Les femmes âgées essuyaient leurs yeux avec des serviettes. L'oncle Ray avait la tête basse. Deux des voisins se sont dirigés tranquillement vers la porte, non par manque de respect, mais parce qu'ils savaient que ce n'était plus leur moment. Maman a tendu la main sur la table et a pressé ses doigts contre la lettre comme si elle touchait le visage de Flora. Gérald était assis là, les coudes sur les genoux et la tête dans les mains, 64 ans, et l'homme avait l'air d'avoir vieilli d'une décennie en 5 minutes. Vivien était parti. Quelque temps durant la lecture de la lettre, elle avait pris son sac à main et s'était glissée par la porte arrière sans un mot. Personne n'a remarqué. Gérald a sorti son téléphone avant même que Martha n'ait fini de poser la lettre. Il a composé mon numéro. J'étais en train de m'insérer sur l'île 70 Ouest, la lumière dorée du soir coupant à travers le pare-brise, et j'ai vu son nom clignoter sur l'écran. Je l'ai fixé jusqu'à ce qu'il passe à la messagerie. Il a appelé à nouveau. Messagerie. Maman a pris le téléphone de ses mains, m'a composé elle-même. J'ai regardé son nom apparaître, Judith Mitchell. Je n'avais pas vu cela sur mon écran depuis 3 ans. Messagerie. Dans le salon, Martha m'a raconté cette partie. Gérald a posé le téléphone sur la table et l'a juste fixé comme s'il attendait qu'il sonne tout seul, comme si la technologie pouvait réparer ce qu'il avait brisé de ses propres mains. Martha a dit, elle est probablement en route pour l'aéroport. Elle a volé 3000 miles pour toi, Gérald, et tu ne l'as même pas laissé s'asseoir. Il n'a pas répondu. Les invités ont commencé à partir, un par un, puis en groupe, ils ont récupéré leurs manteaux et leurs assiettes et ont murmuré des choses comme « belle fête », ce que personne ne croyait. Le gâteau était intact. La banderole était toujours accrochée au porche, joyeux 40e. Le vieux monsieur Holloway, le voisin qui vivait en face depuis avant ma naissance, s'est arrêté à la porte en sortant. Il a posé sa main sur l'épaule de Gérald. « Tu sais, Gérald, a-t-il dit, j'ai toujours pensé que Flora était la silencieuse. Il s'avère que silencieux ne veut pas dire parti. » Gérald n'a pas levé les yeux. Après le départ de tout le monde, il ne restait que Gérald et Judith à la table. Assiette en carton, nourriture froide, une banderole oscillant dans le courant d'air de la porte moustiquaire, et une lettre d'une fille à qui ils n'avaient pas parlé depuis des années, ouverte sur la table entre eux. Martha m'a dit qu'ils sont restés assis à cette table pendant 3 heures. Judith n'a pas bougé la lettre, elle a gardé sa main dessus comme une encre. Gérald a lu les relevés bancaires, les 60 pages, une par une, faisant courir son doigt le long des colonnes de chiffres, chaque mois, chaque montant. Mon nom répété 60 fois comme un battement de cœur qu'il avait été trop sourd pour entendre. Vers 23 heures, Martha est rentrée chez elle. Elle avait proposé de rester, mais Gérald l'a renvoyée d'un geste sans lever les yeux. « Va-t'en, Martha. Nous devons vivre avec ça. » À minuit, Gérald a finalement parlé. Je l'ai poussé de la table, Judy. Judith l'a regardé. J'ai poussé le cœur de ma propre fille de la table. Sa voix a craqué sur le mot cœur. Martha m'a dit plus tard qu'elle avait appelé Judith le lendemain matin, et Judith a dit que c'était la première fois en 40 ans de mariage qu'elle entendait Gérald Mitchell pleurer. Pas avoir les larmes aux yeux, pleurer.
Judith a posé sa main sur la sienne. Alors on conduit, a-t-elle dit. C'est 14 heures. Alors on part maintenant. Gérald l'a regardé. Quelque chose est passé entre eux. Pas des mots, pas même une décision, plus comme une capitulation, le genre qui arrive quand vous arrêtez enfin de combattre ce que vous savez déjà être vrai. À 3 heures du matin, Gérald a reculé son pick-up de l'allée, et Judith est montée avec un thermos de café et la boîte dorée, remballée par Martha avant son départ. Ils ont pris la route 31, direction l'ouest. Ils n'ont pas appelé à l'avance, n'ont pas envoyé de texte, ils ont juste conduit. Le compteur kilométrique a tourné, mile après mile dans l'obscurité, Ohio, Indiana, Illinois, Nebraska, Wyoming, Utah, Colorado. 14 heures. Au moment exact, j'étais à 30 000 pieds dans les airs, volant vers la maison, fixant le siège vide à côté de moi où une boîte emballée dans du papier doré avait l'habitude d'être. Tommy attendait à l'aéroport international de Denver quand je suis sorti du terminal. Il n'a pas demandé comment ça s'était passé, il pouvait le voir sur mon visage. Il a juste ramassé mon sac, a passé son bras autour de mes épaules et m'a conduite au camion. Nous sommes rentrés en silence. Pas le genre inconfortable, le genre où quelqu'un vous aime assez pour savoir que les mots ne feraient qu'alourdir le moment. Quand nous sommes arrivés, je me suis assise sur le canapé. Je n'ai pas enlevé mon manteau. Je n'ai pas allumé les lumières. Je suis juste resté là, dans le salon sombre, pendant que Tommy verrouillait la porte d'entrée et mettait la bouilloire sur le feu. Puis, c'est arrivé, non pas lentement, non pas comme une vague qui monte, mais comme un mur qui tombe. J'ai pressé mon visage dans le coussin et j'ai pleuré d'une façon dont je n'avais pas pleuré depuis que j'étais enfant, bruyamment, sans grâce, tremblant. Tommy s'est assis à côté de moi. Il a posé sa main sur mon dos, et il n'a pas dit un mot. Pas de « ça va aller ». Pas de « il ne te mérite pas ». Pas aucune de ces choses que les gens disent quand ils ne savent pas quoi offrir d'autre. Il est juste resté là. Après un long moment, je me suis redressé, j'ai essuyé mon visage avec ma manche et j'ai éteint mon téléphone. Je ne voulais entendre personne de l'Ohio. Pas ce soir. Pas encore. Le lendemain matin, j'ai fait ce que je fais toujours, levé à 5 heures, j'ai fait du café, je me suis assise sur le porche en robe de chambre avec la tasse chaude dans mes mains, regardant le ciel de Denver s'éclaircir du noir au gris au bleu. Avais-je tort d'y aller? Avais-je tort d'espérer? Je continuais à retourner cela comme une pierre dans ma poche que je ne pouvais pas arrêter de toucher. Et puis, à exactement 6h07 du matin, j'ai entendu une voiture se garer. Je n'ai pas reconnu le camion au début. Un pick-up blanc poussiéreux, de la saleté de la route sur les garde-boue, des plaques de l'Ohio. Il s'est garé de travers contre le trottoir comme si celui qui conduisait s'était arrêté dans la précipitation. Le moteur a fait tic-tac dans le calme du matin. Puis la portière du conducteur s'est ouverte, et mon père est sorti. Gérald Mitchell, 64 ans, chemise en flanelle froissée, la même que celle de la fête, yeux rougis, cheveux poussés sur un côté après 14 heures appuyés contre un appuie-tête. Il avait l'air d'avoir vieilli de 5 ans du jour au lendemain. Maman est arrivée du côté passager. Elle tenait la boîte dorée, remballée, le coin déchiré réparé avec du ruban adhésif frais. Elle la serrait contre sa poitrine comme si elle pouvait s'envoler. Il se tenait au bout de mon allée, 20 pieds de béton entre nous. Papa n'a pas bougé. Il se tenait juste là, les mains le long du corps, la bouche travaillant comme s'il mâchait quelque chose qui ne voulait pas descendre. 14 heures de route, et il ne savait toujours pas quoi dire en premier. Je suis resté sur le porche, café à la main, robe de chambre, pieds nus sur le bois froid. Nous nous sommes regardés. Le quartier se réveillait. Un chien a aboyé quelque part. Un arroseur a sifflé 2 maisons plus loin. Le monde entier continuait de bouger autour de nous pendant que nous restions immobiles. Puis mon père a parlé. Sa voix était dépouillée jusqu'à rien. Je suis désolé, Flora. 3 mots, 7 lettres, et c'étaient les 3 mots que j'avais attendus toute ma vie de cet homme. Il a avalé sa salive, a essayé à nouveau. J'ai chassé la seule personne qui nous soutenait vraiment. Je ne me suis pas précipité vers lui. Je ne me suis pas effondré. Je suis resté sur mon porche avec mon café qui refroidissait, et j'ai laissé ces mots atterrir là où ils devaient atterrir. Maman a craqué la première. Elle est montée sur l'allée avec la boîte toujours pressée contre elle, des larmes coulant déjà. Elle s'est arrêtée au bas des marches du porche.
Elle n'a pas essayé de monter, elle a attendu. Je savais, sa voix était à peine audible. Au fond de moi, je savais que Vivien ne disait pas la vérité. Je voyais des choses qui ne collaient pas. Et je me disais que ce n'était pas à moi de poser des questions, mais j'avais peur. Peur de ton père. Peur de perdre Vivien. Peur de tout. Elle a levé les yeux vers moi. Je l'ai laissé pousser ton cadeau de la table, Flora, devant tout le monde, et je suis juste restée assise là. Je sais, maman. Je ne me pardonnerai jamais pour ça. Je l'ai regardé pendant un long moment, la boîte dans ses bras, le ruban sur le coin, les cernes sous ses yeux. Puis je me suis écarté et j'ai ouvert la porte. Entrez, ai-je dit. Tous les deux. Ce n'était pas chaleureux. Je veux être honnête à ce sujet. Je ne me suis pas jeté dans les bras de quelqu'un. J'ai fait du thé. J'ai préparé des tasses. J'ai bougé dans ma propre cuisine avec l'efficacité constante d'une femme qui a passé 5 ans à s'occuper des gens sans être remerciée. Et puis j'ai laissé ce rythme m'emporter parce que c'était la seule chose qui empêchait mes mains de trembler. Tommy est sorti de la chambre, a dit un bonjour calme, a serré la main de Gérald, et a disparu dans le garage. Il savait que ce n'était pas sa conversation. Nous nous sommes assis à ma table de cuisine, la table de vide-grenier à $4 à laquelle j'avais pris 1000 dîners tranquilles, et j'ai dit la chose que je portais encore plus longtemps que le prêt, je vous aime, mais je ne retournerai pas à l'invisibilité. Maman a hoché la tête rapidement et brisée, et papa a juste regardé ses mains. Je suis contente que vous soyez venu, ai-je dit. Mais se montrer une fois n'efface pas 5 ans de silence. Papa a hoché la tête. Il n'a pas discuté, n'a pas expliqué, ne m'a pas dit que j'étais injuste. Cela, plus que l'excuse, m'a dit que quelque chose avait réellement changé. Pendant l'heure suivante, ils m'ont dit ce qui s'était passé après mon départ de la fête. La nouvelle a voyagé comme les nouvelles voyagent toujours dans une petite ville, vite et sans pitié. Dès dimanche matin, la moitié de Harden savait que Vivien Mitchell avait menti sur le paiement du prêt de ses parents. Dès lundi, l'autre moitié le savait. Le groupe de prière de l'église, l'épicerie, le restaurant de main où papa prenait son café chaque matin, les gens n'ont pas confronté Vivien directement. Ils n'avaient pas à le faire. Ils ont juste arrêté d'appeler, arrêté de faire signe, arrêté de lui garder une place. Dans une ville de 4000 habitants, le silence est son propre verdict. Gérald m'a dit qu'il avait supprimé le nom de Vivien de chaque compte joint. Il est allé à la banque ce mardi-là, s'est assis en face de Dave Keller, qui a géré cela sans un seul, je te l'avais dit, et a signé les papiers lui-même. Elle avait accès à des choses auxquelles elle n'aurait pas dû, a dit papa doucement. C'est ma faute. Ils ont aussi engagé un avocat local pour auditer tout ce que Vivien avait touché. C'était par précaution, a dit papa, mais le regard sur son visage m'a dit qu'il avait peur de ce qu'il découvrirait. Vivien, de son côté, a envoyé un texte groupé à toute la famille 3 jours après la fête, un long message sinueux sur la façon dont Martha avait manipulé la situation et retourné tout le monde contre elle. Elle s'est déclarée la vraie victime. Personne n'a répondu. Martha m'a envoyé une capture d'écran et une seule ligne, toute la ville parle, non pas de l'argent, mais du genre de personne que tu es. J'ai lu cela 2 fois. Puis j'ai posé mon téléphone et suis retourné au travail. Avant qu'ils ne partent, je les ai assis une dernière fois. Le thé était froid à ce moment-là, le soleil du matin avait traversé le sol de la cuisine et atteint le mur opposé. Nous parlions depuis 3 heures, et la plupart du temps, c'était eux qui parlaient. J'avais écouté. Maintenant, c'était mon tour. Si nous voulons reconstruire cela, ai-je dit, j'ai besoin de quelque chose. Papa s'est redressé sur sa chaise. Maman a croisé ses mains. J'ai besoin que vous m'appeliez, pas seulement quand quelque chose va mal, régulièrement. J'ai besoin d'avoir de vos nouvelles parce que vous le voulez, pas parce que vous vous sentez coupable. Papa a hoché la tête. J'ai besoin que vous arrêtiez de laisser une personne décider qui est dans cette famille et qui ne l'est pas. Cela vaut pour Vivien et pour n'importe qui d'autre. Un autre signe de tête. Et j'ai besoin que vous ne laissiez jamais personne parler pour moi encore une fois. Si vous voulez savoir ce que je ressens, demandez-moi. Pas à ma sœur, pas à un voisin, moi. La cuisine était calme. Le réfrigérateur bourdonnait. Quelque part à l'extérieur, la scie de Tommy a démarré dans le garage, un léger bourdonnement à travers le mur.
Papa s'est raclé la gorge. Est-ce que je peux? Il s'est arrêté, a recommencé. Est-ce que je peux te serrer dans mes bras? Je l'ai regardé pendant un long moment. Cet homme qui m'avait appelé, une bouche de moins à nourrir, qui avait poussé mon cadeau de la table devant 60 personnes, qui avait conduit 14 heures à travers la nuit avec des yeux rouges et une voix craquée pour se tenir dans mon allée et dire 3 mots. Je me suis levé, j'ai fait le tour de la table, et je l'ai laissé me serrer. Ce n'était pas le pardon encore, je veux être clair à ce sujet. C'était une porte que j'ai choisi de laisser ouverte, et il y a une différence. Je n'ai pas besoin que vous compensiez le passé, ai-je dit contre son épaule. J'ai besoin que vous soyez présent pour l'avenir. Il m'a serré plus fort. C'était il y a 3 mois. Papa appelle tous les dimanches maintenant, 19h sans faute. Parfois nous parlons pendant 1 heure. Parfois ce sont 10 minutes sur le temps et ce que Tommy construit dans le garage, mais il appelle chaque semaine. Il n'en a pas manqué un. Maman envoie des cartes manuscrites, pas de longues lettres, juste de petites notes sur la papeterie florale qu'elle utilise depuis que je suis enfant. Je pense à toi, j'ai vu un cardinal aujourd'hui et je me suis souvenu que tu les aimais. Des petites choses, des choses réelles. Ils ont volé vers Denver pour Noël, la première fois que l'un d'eux était dans un avion en 20 ans. Papa a blanchi les jointures sur la coudoir tout le vol. Maman a apporté des biscuits faits maison emballés dans 3 couches de papier bulle. Nous avons dîné à ma table de vide-grenier à $4 et personne n'a mentionné la chaise vide où Vivien aurait pu être assise. Vivien? Les gens demandent de ses nouvelles. Je ne l'ai pas coupé, ce n'est pas ce que c'est. J'ai juste arrêté de courir après. Si elle veut être dans ma vie, elle sait où me trouver. Mais elle n'a plus le droit de réécrire l'histoire. Je suis retourné travailler à l'hôpital le lundi après que tout soit arrivé. J'ai pointé, vérifié les signes vitaux, changé les 4. Le monde ne s'arrête pas parce que votre famille vous voit enfin. Il continue, et vous continuez avec lui. Tommy m'a demandé un soir alors que nous faisions la vaisselle, même endroit, même question, poids différent derrière, alors, ça valait le coup? Toutes ces 5 ans. J'ai mis une assiette sur l'égouttoir. Même égouttoir, même assiette, même vie, mais différente chaque mois. Je ne vous dis pas de payer le prêt de quelqu'un pour gagner son amour. Ce n'est pas la leçon. La leçon est plus simple, ne laissez personne vous convaincre que votre gentillesse vous rend faible. Et ne laissez jamais personne d'autre raconter votre histoire. Je n'ai pas gagné mes parents avec de l'argent, je les ai gagnés en refusant de disparaître. Quand je raconte cette histoire, je me demande encore, aurais-je dû dire la vérité plus tôt? Si j'avais appelé mes parents il y a 5 ans et dit, c'est moi qui paie votre prêt, peut-être que rien de tout cela ne serait arrivé. Peut-être que papa m'aurait cru. Ou peut-être que Vivien aurait trouvé un moyen de tordre cela aussi. Qu'en pensez-vous? Aurais-je dû dire à mes parents dès le début? Ou était-ce la bonne décision de garder cela secret? J'ai fait des allers-retours là-dessus 100 fois, et je n'ai toujours pas de réponse claire. Faites-le moi savoir dans les commentaires, j'adorerais honnêtement entendre ce que vous auriez fait différemment. C'est mon histoire. Que vous ayez été la Flora de votre famille ou que vous connaissiez quelqu'un qui l'a été, j'espère que cela vous rappelle qu'être silencieux ne signifie pas être faible. Parfois, les personnes qui font le moins de bruit portent le plus de poids. Si cette histoire a signifié quelque chose pour vous, s'il vous plaît cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous. Et si vous voulez une autre histoire sur quelqu'un qui a refusé d'être sous-estimé, vérifiez le lien dans la description. Je l'ai choisi juste pour vous. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Je vous verrai dans la prochaine.